Mes amis, je reçois un vieil ami, Xavier Poussard. Je suis au milieu de la température tropicale à Paris, vous ne m'en voulez pas, j'espère. Xavier, célèbre désormais, bien connu de la presse américaine, et au-delà, Xavier est bien connu pour ses enquêtes sur Brigitte Macron qui tiennent la France en haleine. Il paraît que tu as une commission rogatoire internationale aux fesses, si tu me permets. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire pratiquement que le parquet national de lutte contre la haine en ligne, Que je créé dans le connais cadre, malheureusement. créé dans le cadre de la loi Avia sur demande du CRIF, a saisi le procureur de Milan pour envoyer chez moi, donc à mon domicile milanais, des carabinieri, qui sont donc l'équivalent italien des gendarmes, pour euh, m'emmener au poste et procéder à ce qui peut ressembler à une garde à vue. Alors, ensuite, on est en Italie. Euh, Bon, les Italiens savent pas ce que c'est que le parquet national contre la haine en ligne, connaissent pas toutes ces lois issues de la loi Pleven, c'est aussi le fait que des associations constituées peuvent porter la plainte. Alors là, je signale d'ailleurs que c'est pas des associations constituées qui ont porté la plainte, puisque c'est ce qu'on appelle un signalement Pharos. C'est-à-dire que c'est un signalement Pharos. Pharos est une plateforme rattachée à Matignon euh, pour dénoncer des gens qui se radicaliseraient. Alors, cette commission rogatoire internationale vise une émission que j'avais faite à l'été 2021, qui était une revue de presse d'actualité, et à cette époque-là, vient le sujet de la polémique qu'on a appelée la polémique du qui était cette interview d'un général qui avait critiqué ceux qui contrôlent les médias en Occident, et à ce moment-là, Claude Posternac, qui est un communicant plutôt macroniste, donc c'était dans l'émission de Jean-Marc Morandini sur CNews, avait insisté en lui disant qui, etc. Et le général avait répondu, c'est la communauté que vous connaissez bien. Et lors de cette interview, j'avais répondu factuellement à la question qu'aurait répondu fait et document à la question qui contrôle les médias en France. Et donc j'avais préparé, comme je savais qu'on allait me poser la question, j'avais préparé une petite liste à réaliser à partir que tout le monde connaît d'ailleurs, qui circule largement sur les réseaux sociaux, la presse des oligarques, le cartel, mais en donnant simplement les noms des propriétaires des médias. Et donc, cette vidéo me vaut de donner la liste des noms des propriétaires et des patrons de rédaction en France, me vaut d'être poursuivi pour appel à la haine antisémite. Pour faire très simple, donc les carabiniers un peu sidérés m'ont posé les questions que lui demandait le parquet national de lutte contre la haine en ligne, traduit par le bureau du procureur du Milan, donc en italien, tu t'imagines le truc. Et les questions, c'était pourquoi avez-vous accepté de répondre à la question qui vous a posé la question et qui a réalisé l'habillage de la vidéo où vous répondez à la question qui. Bon, alors maintenant on va aller plus sérieusement sur les causes de cette commission rogatoire internationale. Les carabiniers n'avaient jamais vu ça. Euh, c'est absolument dérisoire, surtout que c'est une vidéo qui a 3 ans. Et alors en fait, ça intervient dans les multiples persécutions qu'on a subies, que Fait et Document, moi et mon entourage avons subi à la suite de la publication du dossier Brigitte, à la suite et avant même la publication, puisque avant même la publication, Natacha Ray est placée en garde à vue.
pendant l'été. D'ailleurs, c'est sur cette garde à vue que je vais m'appuyer dans un premier temps pour relayer sa thèse malgré ses imperfections, puisqu'il y a une femme qui a une thèse et qui est placée en garde à vue. Donc, qu'est-ce qui dérange effectivement dans sa thèse? Euh, D'ailleurs, la journaliste qui a écrit un livre pour débunker soi-disant l'affaire où elle débunke rien, Emmanuelle Anison, a bien dit que la garde à vue de Natacha Ray avait été permise par la première garde à vue de Natacha Ray à l'été 2021 avait été permise par une intervention de l'Élysée. Ensuite, mon webmaster avait lui été arrêté euh, pendant l'été. Ensuite, nous publions. À ce moment-là, nous avons des contrôles fiscaux. Ensuite, il y a le buzz en décembre 2021. À ce moment-là, nous sommes d'abord convoqués pour harcèlement envers Catherine Audoin, mais qui était la femme de qui venait la garde à vue de Natacha Ray, mais à ce moment-là, nous, on n'avait jamais contacté cette dame, on ne voulait aucun mal, tout ça est tombé. Donc là, ils ont cherché effectivement n'importe quel prétexte et ils ont épluché et la seule chose qu'ils ont trouvé contre moi, c'était cette vidéo qu'on pouvait assimiler à la polémique en antisémitisme du qui. Et Donc, donc, cette vidéo sur le qui détient non, les vidéos. on est en février 2022, c'est-à-dire à la suite du buzz. Donc à ce moment-là, je reçois des courriers du Bastion me demandant du siège de la police parisienne pour que je me déplace au Bastion. On est pendant le Covid. Et je dis, écoutez, pendant le Covid, je peux très bien aller au consulat de France à Milan en présence d'un gendarme et procéder à répondre à vos questions par en distanciel, comme on dit. Et là, j'ai jamais eu de réponse suite à ça. C'est Et quoi le bastion? le Bastion, le siège de la police à Paris, tu sais, le nouveau siège à côté du nouveau tribunal. Bon, dans le 17e. Donc, euh, là, on est en février 2022. Donc, on a, à ce moment-là aussi, mes comptes bancaires ont été fermés, professionnels et personnels. Donc, et j'essaye de réouvrir des comptes en banque. En France, je peux pas ouvrir de compte en banque en France. Donc, euh, contrôle fiscal, fermeture des comptes en banque, convocation à la police, sous ce prétexte. Donc, février 2022. Ensuite, visiblement, il ne me relance pas, il laisse tomber. Et là, euh, je vois donc cette convocation qui arrive en juin dernier. Donc, en juin dernier, je suis emmené par les carabiniers. Et quand ils me remettent les documents du procureur de Milan, c'est-à-dire le document de la Commission rogatoire internationale, j'apprends qu'elle a été ouverte le 29 février 2024, c'est-à-dire 15 jours après la publication des photos de Jean-Michel Trogneux, avec dans un contexte où moi, sur ce dossier-là, je passe à l'affirmatif en raison de pièces récoltées, d'informations recoupées de façon tout à fait classique, et donc on me lance une commission rogatoire internationale pour appel à la haine à raison de la religion, etc. Le but étant évidemment de faire perdre du temps dans un premier temps, parce que tout ça fait perdre du temps, et puis d'accoler l'adjectif Xavier Poussard, virgule, condamné pour antisémitisme, virgule, etc. Que ensuite tu as dans tous dans tous les articles et à chaque fois que ton nom est mentionné. Voilà où on en est, avec parallèlement une accélération de l'agenda judiciaire de l'affaire Trogneux, c'est-à-dire les poursuites engagées contre Natacha Ray et sa voyante, procès qui était prévu en mars 2025 et qui, de façon complètement inédite dans l'histoire judiciaire, a été avancé au 19 juin 2024. Donc, ce qui m'a un peu bouleversé aussi mon agenda, puisqu'effectivement, là, le procès étant largement rapproché, j'ai décidé de porter, moi, de mon côté, l'affaire sur le terrain du droit, en saisissant notamment, dans un premier temps, un organisme qu'on appelle la Commission d'accès aux documents administratifs, qui est un organisme où d'ailleurs CADA. la CADA, où les gens sont très aimables, très serviables, et qui est quelque chose de vraiment efficient, puisque j'avais eu un nombre de refus très important euh, de documents dans le cadre de mes recherches. Donc, je m'apprêtais à mentionner simplement où étaient ces documents et en citant les administrations. Et comme en fait, ils sont dans un narratif du harcèlement, du cyberharcèlement,
Je voulais pas que ça passe pour un appel au public à appeler des administrations, voire à les menacer, etc. Donc je voulais vraiment rester dans le terrain du droit. Il y a des avis, donc en tête de la République française, de la CADA, Xavier Poussard, c'est des avis, à droit de consulter tel document, et ensuite, une fois qu'on a l'avis de la CADA, on le retourne à l'administration, et l'administration soit accepte, soit refuse. Ensuite, on saisit ce qu'on appelle un tribunal administratif, et toutes ces démarches permettront d'accélérer du point de vue du droit des procédures de référé liberté au cas où les filles seraient condamnées et où elles feraient appel, puisque là on est du coup entre le délibéré, entre l'audience et le délibéré, donc la procédure de référé euh, accélérée, c'est-à-dire que là le référé c'est la justice qui ordonne à l'administration de se soumettre. Donc en fait ça va beaucoup plus vite. En général c'est dans ça se règle dans la semaine, alors qu'avec le tribunal administratif, avec une procédure au fond pour un particulier qui n'est pas partie dans une affaire, puisque je ne suis pas poursuivi, euh, ça peut durer un an et demi. Voilà. Voilà, donc préparer effectivement l'après euh, l'après procès, donc puisque le délibéré a lieu le 12, et si les filles font appel, effectivement récupérer la possibilité de faire des référés Les libérés. filles, c'est-à-dire Natacha Ray. Natacha Ray et Amandine Roy. Voilà. Donc c'est une affaire en tout cas qui, pour moi, c'est une biographie, hein, c'est pas, bon, comme je t'en parle, tu vois, il y a un côté sensationnaliste sur les réseaux sociaux, mais qui est pas du tout euh, du fait de faits et documents. C'est aussi une médiatisation qui nous protège, euh, en quelque sorte. Cette médiatisation nous protège. Elle est utilisée par le pouvoir pour dire que c'est une opération de cyberharcèlement. Hein, on voit très bien la stratégie avec quelque chose d'assez bizarre, puisqu'on nous dit que ce serait comme les collégiens qui seraient cyberharcelés. Donc en fait, là, on voit qu'il y a un problème psychologique, parce que euh, Brigitte serait comme un collégien qui serait cyberharcelé. Enfin, vous voyez, il y a un problème. On pourrait s'y méprendre. À 70 ans, selon les organisateurs, et 78 selon la police, on n'est plus tout à fait un collégien. On est un adulte Mais prêt tu à sais, il y a des assumer. retards scolaires de nos jours. Ils ont plus de mal à suivre leurs études. Enfin voilà l'actualité qui est intéressante, puisqu'elle est effectivement, ça rentre dans le cadre de la pression politique exercée par le pouvoir sur ce dossier. Et effectivement, il y a vraiment plusieurs plans dans ce dossier. Il y a l'enquête stricto sensu, l'actualité médiatique et l'actualité judiciaire. Et c'est ces choses-là qu'il faut effectivement essayer d'articuler. Donc là, nous pensons publier dans le cadre effectivement du délibéré, en publiant effectivement toute la fin de l'enquête, avec donc des documents permettant à n'importe qui, ou à des confrères d'ailleurs, des journalistes qui ont envie de faire du travail de journaliste, d'aller récupérer des documents qui permettraient effectivement soit de confirmer, soit de débunker. Voilà. Bon, mais sur le fond, parce que je suis un peu perdu. Moi, tu sais, je me suis présenté aux élections législatives sur une liste centriste, enfin comme centriste. J'ai quand même été appelé par un journaliste de l'Express qui s'appelle Antoine Beau, qui m'a dit, mais vous êtes complotiste, et notamment vous avez dit que Xavier Poussard, alors il n'a pas cité ton nom parce que c'est tabou, mais avait fait une enquête époustouflante. Donc est-ce que ça veut dire que vous pensez que, comme tous les complotistes, que Brigitte Macron est un homme? Mais est-ce que Brigitte Macron, alors pour le reste, je suis poursuivi par des tas de gens qui disent partout, ils pensent que Brigitte Macron est un homme, c'est un complotiste. Est-ce que Brigitte Macron est un homme? Bah, si tu veux, moi je conclus à ça avec des panels de photos qui sont qu'on a récupérés. Hein. Le travail, c'est de récupérer les photos, et ensuite on analyse ces photos. Alors pour éviter les trucs de LCI, tu sais, LCI racontait que Poutine avait 7 sosies, et donc il passait des sujets avec les oreilles, ceci, cela.
aujourd'hui, il y a des techniques qui permettent d'accélérer les processus d'identification, ça s'appelle l'intelligence artificielle visuelle. C'est très simple, l'intelligence artificielle visuelle, quand tu ouvres un compte en banque en ligne, tu présentes ta carte d'identité, tu présentes ton visage, et à ce moment-là, l'intelligence artificielle visuelle, communément appelée reconnaissance faciale, établit une correspondance, et à ce moment-là, tu peux ouvrir ton compte en banque, puisque on s'assure qu'il n'y ait pas d'usurpation d'identité. Quand tu prends l'avion, par exemple, dans certains aéroports, dont celui de Genève, une machine te scanne ton visage pendant que tu présentes ton passeport ou la photo sur le passeport est effectivement scannée par la machine. Et à ce moment-là, si la machine, la reconnaissance faciale, l'intelligence artificielle visuelle établit une correspondance, eh bien, la porte s'ouvre. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que c'est un contrôle d'identité. Or, nous sommes sur nous avons un certain nombre de photos de Brigitte Trogneux. Nous avons un certain nombre de photos de Jean-Michel Trogneux. Et l'analyse donne des résultats qui sont en dehors, j'insiste bien là-dessus, en dehors de toute marge d'erreur. C'est-à-dire que Brigitte, le personnage Brigitte, n'est pas Brigitte Macron à l'état civil. Le personnage né de sexe féminin, Brigitte Trogneux, divorcée aux épouse Macron, ce n'est pas cet état civil-là. Cet état civil, c'est sa sœur. Et Brigitte vit, et ce frère, qui nous avait été caché, donc Jean-Michel Trogneux, dont on commence à retracer la biographie, qui vit depuis le milieu des années 80, au moins depuis le milieu des années 80, pour être très précis, sous l'identité de sa sœur. Donc, on découvre, moi, je n'ai jamais vu ça, j'écris pas ça pour faire le Mariol, si tu veux, je fais pas ça pour faire l'intéressant. C'est quelque chose d'absolument sidérant. J'invite ceux qui auraient des doutes à lire la bibliographie, je dirais, officielle au sujet de Brigitte Macron, à lire la bibliographie officielle au sujet de l'enfance d'Emmanuel Macron. Donc en fait, on est sur deux questions sur lesquelles l'Élysée ne veut pas qu'on aille, qui sont Brigitte avant Macron et Macron avant Brigitte. Hein, c'est comme un pays. Hein, Barbara aurait sans doute parlé du pays d'autrefois. Charles Trenet aurait parlé de leur jardin extraordinaire, si tu veux. Jardin extraordinaire où on croise André Gide, Michel Tournier, Pedro Almodovar. Enfin, c'est leur univers. C'est un univers très particulier que le monde a vu, par exemple, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Le monde a découvert le jardin extraordinaire de Brigitte et Emmanuel, mis en scène par Thomas Joly. Thomas Joly, qui vient des réseaux homosexuels du théâtre subventionné par l'intermédiaire d'Olivier Py, et qui a été recruté en présence de Brigitte à l'avant-première de Starmania, l'opéra de Michel Berger, donc mise en scène par Thomas Joly et financée par, last but not least, Marc Ladret de La Charrière. Voilà. Donc, tout ça, c'est sourcé. Le Monde, d'ailleurs, a fini par écrire, un peu gêné, que Thomas Joly est effectivement très Macron-compatible. Hein, on voit pas bien ce que ça veut dire, Macron-compatible. Et on est effectivement dans ce contexte-là où la France est la risée du monde. Et on ne sait pas très bien où va se pouvoir. D'ailleurs, là, il n'y a toujours pas de gouvernement. On peut effectivement prendre les paris. D'ailleurs, on en parlait hors antenne. C'est assez intéressant que comment dirais-je, ceux qui délirent un peu sur les réseaux sociaux sur le pouvoir maçonnique, ce qui est un sujet qui est très intéressant et qu'on a beaucoup traité dans Faits et Documents. Simplement, force est de constater que ce pouvoir a reculé de façon drastique ces 10 dernières années. Ce pouvoir maçonnique, ce pouvoir des loges, qui était assez flamboyant sous Hollande, faut le dire, est en pleine décapotade. Et là, on voit, alors là, c'est le cas de le dire, on voit une opération maçonnique de pression sur Emmanuel Macron, hein, puisque je voyais la semaine dernière Jean-Michel Blanquer passer sur France Inter, etc. Et on lui demandait qui pour le Premier ministre. Il dit, oh, ce serait bien que ce soit quelqu'un qui soit garant des valeurs de la République, qui soit de gauche ou de droite, mais garant des valeurs de la République. Et il donnait 3 noms, Bernard Cazeneuve, Xavier Bertrand
et François Baron. Voilà, on y a droit. Et aujourd'hui, on a droit à l'hypothèse Thierry Baudet. Alors là, c'est absolument magnifique puisque Thierry Baudet, Ben, dis-nous qui est Thierry Baudet, puisque plein de gens, alors déjà François voilà, Baroin, je suis personne ne sûr sait que qui est là, Thierry Baudet, mais bon, quand on suit l'actualité maçonnique, Thierry Baudet, c'est le CESE. Déjà, les gens ne savent pas ce que c'est que le donc CESE, le ça veut dire Conseil conseil. économique, social et environnemental, qui est Et encore constitué, c'est-à-dire qui figure dans la Constitution. voilà, qui est un fromage euh, maçonnique. Hors antenne, tu me disais, c'est pas un fromage, c'est un homard. Euh, Ou un caviar, oui. il y a caviar, enfin, voilà, donc qui est président du CESE et qui vient de ce secteur qu'on appelle les mutuelles et qui est traditionnellement, je dirais, contrôlé par la franc-maçonnerie. Donc, nommé Thierry Baudet, moi alors, j'en sais rien, on n'est pas dans le secret des dieux, mais mon petit doigt me dit que Emmanuel Macron ne fera pas ça et que lui est beaucoup plus sur un agenda de d'émissions pour pouvoir effectivement se représenter avec l'idée derrière la tête de faire passer le tout, d'enrober le tout dans une réforme constitutionnelle assez sexy. Alors il y a une note des GRAC qui a beaucoup circulé, le GRAC étant un club de hauts fonctionnaires qui, euh, qui avait accompagné, en tout cas pour certains d'entre eux, l'ascension d'Emmanuel Macron. Et cette note Qui expliquait qu'il n'aura pas fallait, été très reconnaissant. ouais, pour certains d'entre eux, ça dépend. Enfin bon, bref, cette note en tout cas euh, posait les bases. L'idée était de créer un sextennat, c'est-à-dire en fait de passer du quinquennat à un mandat de 6 ans, avec renouvelable, avec des mi-termes à la française tous les 3 ans, euh, et une dose de proportionnelle, ce qui en fait contenterait tous les partis. Et de plus en plus, on voit, j'avais entendu ça d'un initié du pouvoir avant les vacances qui disait sur le ton de la plaisanterie, on a eu les médecins sur les plateaux pendant 2 ans avec le Covid, ensuite on a eu 2 ans avec les généraux à cause de l'Ukraine. À la rentrée, on va voir débarquer les constitutionnalistes. Et en regardant un peu Arte, France Inter, etc., on voit effectivement débarquer les constitutionnalistes. Donc la première question sera, Macron peut-il se représenter, parce qu'il faut effectivement feuilletonner le narratif au fur et à mesure. Et donc voilà, là on a une sorte de danse du ventre maçonnique pour Matignon Attends, qui... attends, parce que est-ce que Emmanuel Macron est franc-maçon? Bah, alors tu sais que dans son dernier livre, un Ploquin dit qu'il a été initié par l'intermédiaire de Gérard Collomb. Mais est-ce que euh, Emmanuel Macron est franc-maçon au sens classique du terme? Enfin, je pense qu'il a été initié comme il a été partout, en fait. Comme Euh, Mélenchon, quoi. mais enfin, dans toute façon, tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il est, il est pas, c'est pas de là qu'il vient, quoi. Moi, je veux bien qu'on raconte tout et n'importe quoi, mais c'est pas ces réseaux-là qui sont au pouvoir. Moi, avant, dans ces documents, par exemple, sous Hollande, on faisait l'actualité des loges du Géo. C'est-à-dire qu'il y a un bulletin des loges qui s'appelle l'édile répit, où sont annoncées effectivement les planches, ce qui se passe dans les ateliers, etc. Qui va, alors c'est un peu codé, mais on peut deviner une fois qu'on a compris le truc, etc. Et honnêtement, enfin, par rapport au gouvernement, je dirais, c'était de haut niveau. On voyait que, je dirais pas que c'était là que ça se passait, mais en partie, enfin, disons que c'était intégré au pouvoir. Aujourd'hui, je pourrais continuer à publier les idées répit en disant oui, c'est là que ça se passe, mais ce serait faux. Je mentirais. C'est-à-dire que voilà, c'est des profs d'histoire, des universitaires. L'autre fois, j'ai même vu une planche, c'était mon conseiller principal d'éducation quand j'étais au collège. Je vais pas raconter que ce mec-là a le pouvoir en France quand même, je suis pas. Et il a quel âge maintenant? Voilà, c'est ça. Donc en plus, il doit être à la retraite. Donc si tu veux, ça a vraiment baissé. Et donc non, c'est ceux qui disent ça sont malades. Ça veut pas dire que il y a pas des secteurs effectivement de la société où la franc-maçonnerie reste puissante, qui est pas, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de problème avec les fraternels, etc. Mais on voit bien qu'il y a des problèmes de renouvellement des générations dans sa forme même, puisqu'aujourd'hui on est dans des espaces de communication euh, qui vont beaucoup plus vite. Euh,
et on voit bien que Oui, puis Macron qui est sont allé beaucoup plus publics au-delà. d'une certaine façon. Voilà, il s'est fait initier pour faire plaisir à Gérard Collomb, et puis voilà, mais c'est pas surdéterminant son Mais parcours. je reviens à cette idée saugrenue du sextennat. Ça va quand même être compliqué à vendre comme idée. Ah, mais Je par le je nom. pense que rien ne les arrête. Rien ne les arrête. Rien Heu, ne les sur le arrête. fond sur le fond quand même, est-ce que parce que moi le courrier des stratèges dit depuis plusieurs mois qu'Emmanuel Macron avait le projet de dissoudre l'Assemblée nationale en septembre, il l'a fait en juin, et on a toujours dit que son idée était en même temps, dans la foulée, de démissionner en septembre 2024 pour se présenter un nouveau mandat. Donc moi, je suis pas étonné par ce que tu dis, puisque nous, ça fait plusieurs mois qu'on dit que il y a cette idée-là, en tout cas, qui revient régulièrement dans les cercles de pouvoir. Dans la pratique, est-ce que tu penses raisonnablement qu'il y a une chance que ça se mette en œuvre? Je pense qu'il a pas tellement le choix parce qu'en vérité, après novembre, heu, on a un contexte international qui risque d'être, drastiquement différent. C'est-à-dire que, il y a quand même l'élection américaine avec, je sais bien que la machine médiatique nous explique que ce sera Kamala Harris, mais enfin, il y a l'avance, il y a pas eu d'effet post, convention démocrate. Il y a très peu d'effets post-convention démocrate. Ensuite, on minimise le ralliement du fils Kennedy, mais c'est quelque chose d'absolument central aux États-Unis puisqu'il était crédité entre 5 et 10%, et surtout, il est identifié par les Américains comme en tant qu'oncle, en tant que neveu et fils Kennedy, il est identifié comme l'âme du Parti démocrate. Donc en fait, c'est vraiment un joli coup, le ralliement l'officialisation du ralliement de Musk. Mais il y a tout un tas d'événements, et on sait très bien que de l'élection américaine dépend aussi la situation sur le front ukrainien. La situation sur le front ukrainien, si elle venait à s'accélérer, si on fait une prospective, on peut très bien imaginer donc une Ukraine vaincue, et à ce moment-là, effectivement, des puissances, enfin des pays qui se mettent autour d'une table pour négocier, avec notamment les Polonais, les Roumains et les Hongrois, qui eux ont des visées territoriales sur l'ouest de l'Ukraine. Et on peut très bien imaginer que ces visées territoriales soient cédées par le vainqueur, c'est-à-dire la Russie, en échange d'une neutralité et d'un abandon de l'Union européenne et de l'OTAN. Et à ce moment-là, ces deux structures qui sont comme l'URSS, qui ne peuvent aller qu'en s'étendant, à ce moment-là, ces deux structures euh, connaîtrait un coup d'arrêt qui pourrait se manifester par un effet domino et un effondrement. C'est-à-dire l'Union européenne et l'OTAN n'étant plus soutenues effectivement par les États-Unis, on voit pas bien comment ça pourrait tenir très longtemps. Donc en fait, je pense que Emmanuel Macron est assez conscient de ça. Faut pas minimiser, faut pas sous-estimer le personnage. Je pense que beaucoup de d'acteurs du pouvoir ou de la politique ou éditorialistes ont sous-estimé Emmanuel Macron, comme beaucoup avaient sous-estimé Chirac en son temps. Hein, ça peut aussi être une stratégie, d'autant qu'en plus il a une sorte de masochisme. C'est-à-dire que par exemple, on voit très bien sur le salon de l'agriculture où il se pointe à 8 heures, on se dit les gens sont furax, il va même pas pouvoir rentrer, et le type reste jusqu'à 23 heures en s'étant fait insulter pendant 15 heures. Donc il y a ce, il y a ce truc-là, et je veux dire, faut pas sous-estimer ça, et, euh, et après tout, on peut très bien avoir la saison 3 du débat du deuxième tour, du fameux débat du deuxième tour, où il met à poil Marine Le Pen, ensuite il l'emporte à 51%, et puis tous les nationalistes français seront aux anges, parce qu'à 49%, on n'est quand même pas passé loin. La prochaine fois, ce sera la bonne. Hein. Et à ce moment-là, le pouvoir étant verrouillé, la constitution de la cinquième étant ce qu'elle est, euh, bah, ça crée une brèche euh, qui interviendrait donc en septembre entre l'élection américaine et enfin avant l'élection américaine. S'il fait ça, il faut que ça intervienne avant l'élection américaine. Voilà, donc c'est que de la prospective, hein, c'est pas scientifique, mais c'est ce qu'on entend ici et là.
euh, et c'est ce qui semble se préparer. Bon, on rappellera à cette occasion que, et c'est public, Emmanuel Macron s'est pas mal appuyé sur son conseiller qui est maintenant chez Publicis, qui est Clément Leonarduzzi, qui est l'une des chevilles ouvrières des Gracques. Et donc, si on cherche une filiation entre les deux univers, les Gracques qui sont méconnus et qui sont issus de la gauche rocardienne, pour aller vite, et Emmanuel Macron, il y a des filiations qui sont très vivantes et qui sont régulièrement exposées. Donc toi, ton pronostic, Xavier, c'est les 6 prochains mois seront occupés par une nouvelle campagne présidentielle lorsque Macron, constatant le blocage de la vie politique, va dire je sors mon va-tout et j'y vais. Mais surtout qu'il croit beaucoup en lui, hein, il se pense l'incarnation de quelque chose, et non, ça colle avec ce qui est possible d'être fait, avec sa psychologie. Voilà. Ensuite, moi, c'est pour ça que je fais ce dossier Brigitte, qui est pas un dossier sur comme les gens de mauvaise foi veulent le faire croire sur l'habitat Brigitte. Non, c'est un dossier biographique, fait des documents, fait des biographies depuis toujours, et c'est un dossier sur le, cette biographie d'un couple qui nous a été vendu comme tel, qui sont inséparables. François Hollande dit qu'ils sont leurs racines réciproques. Hein, lui-même le dit, elle c'est moi et moi c'est elle. Quand je l'ai rencontré, j'ai su que nous étions toujours connus. Hein, c'est ça le contexte. Et donc, ce couple présidentiel qui s'étale en maillot de bain dans toute la presse people, hein, multiplie les couvertures de Paris Match. On nous parle des petits-enfants d'Emmanuel Macron. Chacun sait qu'il n'a officiellement aucun, enfin, il n'a pas de petits-enfants, il n'a pas d'enfants, et on nous vend qu'il a des petits-enfants. C'est un étalage euh, qui est ce qui relève du jamais vu, quoi. C'est vraiment, c'est presque gênant. Mais en même temps, parce que c'est lui en même temps, il est interdit de poser des questions sur la biographie du couple présidentiel. Donc j'insiste sur le fait que de toute façon, la vie politique en France, faut quand même bien voir ce que c'est. Avant, un ministre, c'était quelqu'un qui avait été élu, c'était l'aboutissement d'une carrière politique, être ministre. Aujourd'hui, un ministre, on a complètement oublié ça. Mais quand Hollande nomme Emmanuel Macron, qui a jamais été élu à Bercy en 2014, c'est quelque chose de tout à fait nouveau sur des ministères clés. On nomme des gens qui ont été élus, et c'est le fait d'être ministre et l'aboutissement d'une carrière politique. Ensuite, un député, c'était quoi un député? Il y a plus c'est au nom du non-cumul des mandats, on a détruit la fonction de député. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a plus aucun contre-pouvoir. Au niveau parlementaire, mon dossier devrait permettre de faire au moins une commission d'enquête parlementaire sur le fonctionnement de l'Élysée sous Emmanuel Macron. Je veux dire, même des journalistes, un journaliste de gauche, Marc Vandevelde, j'ai écouté s'interroger encore récemment sur le rôle politique d'Emmanuel Macron, et Sophie Desdésert dans Libé écrire, je cite, qu'il y a un sujet Brigitte. C'est-à-dire que il y a un problème. Alors, une commission d'enquête parlementaire, elle résout pas tout, mais elle permet au moins d'auditionner les principaux acteurs, de poser des questions, d'avoir au moins des explications dans un cadre républicain, si on veut, démocratique, etc., sans persécuter des gens qui se contentent de recueillir des informations, de les mettre en perspective et d'en tirer effectivement des questions. Voilà, toute cette histoire pose problème. Quel est le fonctionnement de l'Élysée? Quel est le rôle de Brigitte? À chaque nomination de ministre, on apprend qu'elle a pesé de tout son poids dans la balance pour faire nommer un tel, etc. Pourquoi Bruno Roger Petit? Et en plus, on est sur des personnages qui sont grotesques. Hein. Vous voyez, donc on a toujours c'est comme cette cérémonie d'ouverture avec Thomas Joly, etc. Donc, tout ça est un spectacle grotesque. On n'a même pas le droit de poser des questions. Il n'y a plus aucun contre-pouvoir, ni au niveau de la presse, ni au niveau de la justice, ni au niveau parlementaire. Enfin, on peut que constater ça. Alors moi, je fais ma petite enquête, comme je dis souvent, à fait document, on est deux, hein, ma bite et mon couteau, tu vois. C'est pas grand chose, c'est une petite entreprise, et, euh, et je me dis, mais alors ça suit un peu à l'international, puisqu'on a fait la lutte des JT en Russie, on a fait les influenceurs, la tournée des influenceurs trumpistes, etc. Et je me dis, en France, enfin, tout le monde a l'air paralysé. Tout le monde est hypnotisé par Macron. Et ça me faisait penser à cette phrase de Bigard qui avait rencontré Macron au moment des Gilets jaunes. Et il dit, j'ai rencontré K, tu sais, le serpent K, dans le livre de la jungle.
Et en fait, le pays est sous hypnose, hein, avec une apathie totale. Là, le projet de la franc-maçonnerie, c'est de placer Thierry Baudet à Matignon, quoi. Enfin, je veux Mais dire, enfin, c'est un peu pathétique parce non, que mais on on se peut marre, penser qu'il a on peu de se chances marre. d'y arriver. Voilà. Enfin voilà, Eric, un petit Bon, point. est-ce que tu es inquiet pour ta situation personnelle? Non, ma situation personnelle, qu'est-ce que tu veux que non, je suis Bah, pas les poursuites judiciaires, c'est toujours désagréable. non, voilà, c'est désagréable, ça fait perdre du temps. De toute façon, dans ce dossier, ils sont sur des des, des agendas bizarres. Je veux dire, l'avancement du procès de mars 2025 à juin 2024, c'est du jamais vu. J'en ai parlé avec des avocats. Est-ce que vous avez en fait, qu'est-ce qui s'est passé? L'avocate Brigitte Jean Enoki est rentrée dans la 17e chambre, a ordonné que le procès soit avancé, et le procès a été avancé. Qui est un procès dont je signale qui ne concerne pas le cœur du sujet. Il concerne, ça concerne pas du tout notre enquête, ça concerne euh, parce que Natacha Ray a expliqué que Brigitte avait falsifié son acte d'état civil. Pourquoi? Parce qu'elle avait demandé à la mairie d'Amiens l'acte d'état civil de Jean-Michel Trogneux. Or, la mairie d'Amiens lui avait dit: ah, nous n'avons pas cet acte d'état civil puisque Jean-Michel Trogneux n'est pas né dans notre commune. Or, moi, quand j'ai travaillé dessus, j'ai établi tout de suite que Jean-Michel Trogneux était né à Amiens. Donc moi, je pose le truc tranquillement en disant, bon, le type est né à Amiens, la mairie nous dit qu'il n'y a pas d'état civil, euh, qu'est-ce qui se passe en substance? Je pose le truc tranquillement. Et elle, effectivement, qui a une personnalité plus prime sautière, euh, ils ont trafiqué les actes d'état civil. Et donc, dans les jours qui ont suivi la diffusion de sa vidéo, bah, ils ont ressorti l'état civil. Donc, elle est poursuivie pour ça. Mais bon, elle a quand même 2 courriers en tête de la mairie d'Amiens qui ont été présentés au magistrat expliquant nous sommes désolés, nous ne pouvons pas répondre à votre requête car monsieur Trogneux n'est pas né dans notre commune. Merci de vous adresser à la commune de naissance de monsieur Jean-Michel Trogneux, en tête de la mairie d'Amiens, extampon de l'officier d'état civil. Donc, ça veut bien dire qu'il y a un problème. Euh, voilà. Donc c'est là-dessus qu'elle est jugée. J'espère j'ose espérer que la justice sera assez indépendante, puisqu'effectivement, eux, pour faire condamner ces 2 femmes, Natacha Ray et Amandine Roy, ont produit les actes d'état civil de Brigitte et de Jean-Michel Trogneux. Or, le travail de fait et document, puisque l'état civil, par définition, est une pièce d'identité sur laquelle il n'y a pas de photo. Contrairement au permis de conduire, au passeport, ou à la carte nationale d'identité. C'est la seule pièce d'identité où vous n'avez pas de photo. Donc moi, mon travail a été avec la reconnaissance faciale d'apporter les photos qu'on aurait attendues. Donc de créer ces états civils avec les photos en montrant que ça ne collait pas avec ce qu'ils nous racontaient. Donc j'ose espérer que la justice est encore indépendante. On l'a vu évidemment à l'occasion de l'arrestation de Pavel Duvrov, qui n'était pas du tout piloté par l'Élysée. Hein. Chacun sait qu'en France, la justice est parfaitement indépendante. On le sait depuis Montesquieu, je crois, grâce à Montesquieu. Bon, écoute, Xavier, tu es le bienvenu quand tu veux dans le courrier. Et on va suivre quand même cette affaire puisque de toutes parts, on voit bien que il y a la tentation d'enfermer tous les opposants, tous les dissidents et tous les contre-pouvoirs, ou de les annihiler, ou de les ridiculiser, de les diaboliser. Et donc, nous serons de toute façon là pour te donner la parole, quoi qu'il arrive, même si, puisque tu es dans la presse américaine, tu as beaucoup mieux que nous pour faire valoir ta parole. Mais je peux la faire valoir plus clairement, parce qu'en anglais, c'est quand même compliqué. Mais bon, En américain, qui en plus est. Amérique. Bon, Eric, merci Xavier, beaucoup. oui, À bientôt. à bientôt à toi. Et puis, de toute façon, on suit cette affaire et on reparlera quand Macron aura démissionné. On se fera une émission de bilan sur les pronostics et le Toto Calcio qu'on aura fait. Voilà. Allez, à très vite. Merci. Salut!